Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Edwige Antier. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Donc, ce soir, un nouvel épisode du Forum de l'enfance libre et nous recevons donc Edwige Antier. Vous êtes pédiatre, vous exercez la pédiatrie sous 10 000 facettes. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, j'en ai compté plus de 20, sur les enfants, l'éducation et la famille. Vous avez aussi été chroniqueuse de radio à France Inter et à France Inter et France Info. Et vous venez de publier un livre qui est un peu différent des autres, puisque c'est un livre de mémoire et qui s'appelle Maman de tous les enfants du monde, aux éditions de l'Archipel. Donc une autre manière d'exercer la pédiatrie. Et vous dites sur votre site, la pédiatrie n'est pas un métier, c'est une vie au service de vos enfants, pas des vôtres, de vos enfants à vous, des personnes à qui nous nous adressons ce soir. Voilà. Alors je voudrais commencer par une première question. Vous êtes né pendant la guerre, vous êtes né en France, vous avez bougé ensuite assez rapidement, mais comment grandit-on dans les années d'après-guerre? Alors, on grandit un petit peu comme un chat dans un panier. C'est-à-dire qu'un enfant de moins de 4 ans, il n'a pas vraiment la lucidité de comprendre ce qui arrive, et simplement qu'il suit ses parents qui le trimballent. Donc, après que les bombes soient tombées sur nous à Angers, eh bien, mes parents étaient en fait perdus. Ma mère était professeure, mon père était officier de marine. Ils étaient perdus puisque mon père n'avait plus il avait dû s'aborder son navire à Toulon, là où je suis née, et il n'avait plus de poste. Il était à Brest, comme on dit, démobilisé. Et ma mère était avec son petit vélo à aller faire des cours à la campagne, et on lui volait son vélo parce que tout le monde était très pauvre. On était en ticket de rationnement. Et donc, on perdait un peu le fil de notre vie. Tout s'était écroulé. Et la chance dans ce grand malheur a voulu qu'un officier de marine comme mon père, mais qui avait terminé la Grande Guerre en Indochine, l'Indochine se reconstruisait. Il y avait des places pour les ingénieurs, qui était aussi mon père, et pour les enseignantes qui venaient apprendre la langue française aux Vietnamiens, une mission de Jules Ferry. Eh bien, nous sommes partis dans un bateau énorme, un voyage. Donc, moi, j'étais toute petite et je suivais. Et pendant la guerre, tout ce qu'on voit, c'est si nos parents sont paniqués ou pas paniqués. Et mes parents avaient du sang-froid et des projets. Et donc, je pense que ça m'a quand même protégée. Quand vous arrivez donc en Indochine, donc vos parents quittent la France donc après voilà ce que vous avez raconté. Quelle éducation vous recevez? Alors moi j'ai 4 ans, je suis petite et mon père est affecté à diriger une usine au milieu des rizières. Parce que quand on récolte le riz, il faut enlever ce qu'on appelle la balle du paddy, c'est-à-dire l'écorce, comme pour le blé. Et il y a des usines qui enlèvent cette balle pour que les grains de riz soient comestibles. Et donc, mon père dirigeait une grande usine comme ça, à 17 km de la capitale, au milieu des rizières. Il avait une grande maison de fonction. Nous étions des expatriés. Et une grande cour. Et au fond de la cour, des dépendances, comme disait ma mère, qui étaient des petits studios logeant les familles vietnamiennes qui servaient à l'usine, à la maison. Et chez moi, il y avait une éducation très professorale. Il fallait toujours avoir le prix d'excellence. Nous allions au lycée Marie Curie à Saigon et il fallait être première de la classe. Mon père ne se déplaçait pas si nous n'avions pas le prix d'excellence. Et l'éducation était très stricte. C'était des bons parents à l'ancienne, classiques. Et je voyais cette éducation. Et le soir, je me glissais au fond de la cour où je n'avais pas le droit d'aller, dans les dépendances des Vietnamiens, des familles vietnamiennes. Et là, je voyais
contrairement à ma petite sœur qu'on avait fait coucher avec sa gouvernante de loin et qui était nourrie au biberon, eh bien, je voyais là des bébés qui étaient bercés, allaités, qui dormaient avec leurs parents, qui avaient leur grand-mère ici. Puis quand ils grandissaient, qui étaient libres dans les rizières, les garçonnets montant sur les buffles, courant, une grande liberté, beaucoup de joie, des yeux qui pétillaient. Et je comparais les deux cultures. Je retournais chez moi et ma petite sœur, je trouvais qu'elle avait quelque chose de triste. L'éducation et ma sœur aînée encore plus, j'étais au milieu. Et bon, c'était vite à coup de claque. Hein. La claque se distribuait, c'était l'éducation comme ça. Eh bien, j'ai voyé la colère chez ma sœur aînée et un fond de tristesse chez ma petite sœur. Et moi, j'étais la confidente de ma sœur aînée. Et puis, le contraste avec ses enfants, qui étaient très maternés et en même temps très libres. Et franchement, déjà, j'avais des réflexions sur l'éducation. Je voyais que mes parents se trompaient sur ces dogmes. Même si, par contre, la culture qu'ils me transmettaient et que transmettait ma mère, qui donnait des cours particuliers à une famille de 7 petits Chinois, dont je me souviens toujours, je la voyais, elle était grande pédagogue, très exigeante, mais très bien construite. Donc, à la fois, j'ai gardé ce côté du savoir, de la culture, de la pédagogie, mais par contre, j'ai vu comment on construit de la colère, de la rébellion chez ma grande sœur qui avait tout pour être épanouie et comment ils faisaient fausse route de ce côté-là, mes parents. Donc, vous le voyez aussi vers d'autres expatriés aussi, puisque vous étiez sans doute dans ce milieu d'expatriés et votre mère étant institutrice ou professeure avait aussi d'autres contacts et vous aviez des contacts aussi avec vos camarades de classe. Est-ce que leur regard était le même? Mes camarades de classe, finalement, je n'avais pas beaucoup de contacts parce que nous étions à 17 km au milieu des rizières. Et donc, soit nous étions au lycée, qui faisait de la maternelle au bac, soit on revenait avec ma mère le long des arroyos et nous étions dans notre maison au milieu des rizières. Donc, mes contacts, c'était soit ma famille, soit les petits Vietnamiens ou les petits Chinois qu'enseignait ma mère. Mais pas tellement. Alors, sauf que quand je suis entrée au collège, il y avait une Vietnamienne que j'aimais beaucoup, Lucette, et nous étions dans la tête de classe, toutes les deux, et très complices, qui, à l'entrée en 6e, sa place à côté de la mienne était vide. Il y avait eu les premiers attentats en Indochine, et c'était la guerre qui s'imposait. Et donc, ça a brisé la seule amie que j'avais, qui avait été victime. Donc la mort était mêlée à cette vie en même temps extraordinaire de liberté, de nature. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette expérience que vous aviez quand vous vous glissiez au fond du jardin pour aller voir et que vous voyez quelle a été votre première réaction la première fois que vous avez vu quelque chose d'aussi différent de ce que vous viviez chez vous? Voilà, c'est ce que j'appelle l'éducation proximale et l'éducation distale. C'est un petit peu ce que je rencontre aujourd'hui. Quand vous voyez, bien sûr, quand vous voyez dans une poussette, dans la rue, vous voyez les jeunes enfants, ils sont dans une poussette avec une tétine dans la bouche, avec un adulte qui écoute son téléphone, qui a la parole avec quelqu'un d'autre. L'enfant, il a la bouche fermée, le regard dans le vide, à la hauteur des voitures et des jambes des passants. Mais il est dans le vide tout seul. Là-bas, dans les paillotes, mais les petits Vietnamiens, ils étaient toujours portés. Quand ils n'étaient pas portés par leur mère ou par leur grand-mère, ils étaient portés par leur grande sœur, par le cousin. Toujours une éducation que j'appelle proximale. Ils étaient toujours bercés. On ne les aurait pas mis dans une autre pièce à les laisser pleurer parce qu'il faut que les enfants soient autonomes. Et finalement, plus grands, ils étaient plus autonomes que les nôtres parce qu'ils avaient construit leur personnalité à la fois dans la proximité et la liberté. Et ça, je pense que c'est indispensable à la construction de l'être humain. Et après, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'ai
j'ai été très interpellée par notre façon distale de vouloir que les enfants soient autonomes à 3 mois, à la fin du congé de maternité. Madame, vous êtes fusionnelle si votre cœur se brise de laisser votre bébé. Mais non, la maman se rend compte, elle n'est ni fusionnelle, ni possessive. Et il faut soutenir les mères. Donc, c'est tout le temps mon combat. Et ce regard, vous l'avez vu dans les yeux de votre petite sœur? Alors voilà, ma petite sœur, elle était complètement distale. Hein. C'était un petit coucou. Mes parents l'aimaient beaucoup parce que c'était la petite dernière. Mais avec elle, contrairement avec ma sœur et moi, ils étaient très éducateurs. Ils étaient beaucoup plus bêtifiants, mais bon coucou quoi. Et donc finalement, oui, ma petite sœur, elle poussait un peu en tapisserie quoi. Et je me disais, mais c'est vide. Alors que les autres petits, eh bien, leur mère leur parlait pour manger. Tout le monde mangeait ensemble avec des bouchées qu'on partageait. Ils vivaient totalement avec leur famille et avec aussi la lumière de la nature. Aujourd'hui, nos enfants ne savent même pas quelle heure il est parce que le coq ne chante pas, la lumière est artificielle, on voit les heures sur la box, mais il n'y a pas d'horloge qui sonne avec la pendule qui donne les heures. Donc, nos enfants n'ont plus de rythme que maman qui tourne comme une cloche. Allez, on va prendre le bain et eux courent pour y échapper. Donc, finalement, cette éducation distale, on la trouve dans le confinement, vous savez. Je remarque que les familles que je suis et qui ont été très proximales avec leurs enfants, dédiées à l'enfant, en complicité, à suivre leur progrès et à les encourager, passent un confinement très heureux et sont même contents de se retrouver avec leurs enfants. Alors que ceux qui les ont beaucoup confiés, délégués tout le temps à des collectivités jusqu'à pas d'heure, y compris la cantine bruyante, le centre de loisirs, le mercredi, ces enfants deviennent agressifs et on raccroche moins bien les wagons. Profitez du confinement, les enfants et les parents, pour vous intéresser à vos enfants. C'est bien parce qu'on voulait en parler avec vous justement. Oui. Et donc c'est vraiment bien. Merci pour ce que vous dites. Et puis donc dans votre cas, c'était peut-être pas les coqs, mais c'était les crapauds, si j'ai bien compris. C'est ça. Les crapauds, c'était surtout le soir. C'était surtout le soir. Mais enfin, voilà. un son qui rythmait votre journée. Ma maison était dans la nature. Si on fait un saut de quelques années, finalement vous avez une grande sœur, vous avez une petite sœur. Vous dites que votre père rêvait d'avoir un garçon et vous dites aussi que c'était une chance finalement que ce frère, grand ou petit, ne fût pas né. Et c'est sans doute qui vous a donné l'occasion de faire des études, enfin qui a dit à votre père s'est occupé de vous en disant si vous faisiez médecine. Et oui. Vous avez posé des conditions là déjà. Ah oui, hein, oui. Mais parce que mon père nous élevait vraiment comme des garçons. À chaque naissance, il espérait un garçon. Il était ingénieur, mais il aurait bien voulu être médecin. Vous savez, on a tous ses regrets. Oui, et il espérait avoir un garçon. Et finalement, à chaque naissance, 3 fois, c'était une fille. Mais du coup, grâce à ça, il nous a poussés à faire des études et pas du tout à faire la cuisine. Et on ne parlait pas non plus de mariage. Mais le mariage, ça devait être quelque chose d'évident, je ne sais pas. On n'en parlait pas. On ne parlait pas de sexualité non plus. Non plus du tout. Ah là là, chose qui a été compliquée à gérer pour une jeune fille qui a grandi à l'époque où il n'y avait pas la contraception. L'avortement, vous en mouriez. Et à l'époque où la notion de consentement n'existait pas et où la notion de relation sexuelle, de choix, de tout ça, était dans un non-dit total. C'était les études. Et être quelqu'un de compétent, le savoir, le siècle des Lumières. Et mes parents croyaient tout à fait à l'importance de la science et aussi de la langue française qu'ils essayaient de dispenser aux Vietnamiens, qui étaient d'ailleurs assez doués pour l'apprendre. Et puis pour une fille, c'était gagner en autonomie. Totalement. On n'imaginait pas d'être dépendant d'un mari. On ne m'a jamais parlé de ça. D'ailleurs, finalement, je n'ai jamais été dépendante d'un mari. Je crois que je ne savais pas faire ce rôle-là. Comment s'est passée votre entrée en médecine?
Alors, l'entrée en médecine, avant la médecine, entre l'Indochine et la médecine, comme il y avait eu la guerre d'Indochine, Dien Bien Phu, et une infirmière extraordinaire, Geneviève de Galard, qui est un personnage historique, qui a vraiment sauvé tellement de pauvres soldats. C'était la boucherie à Dien Bien Phu. Elle cachait les médicaments pour en avoir pour eux. Elle avait un habit de soldat. Et je l'ai vue dans tous les journaux. Elle parlait à la radio. C'était un héros. Et j'ai vraiment vu que la médecine, c'était extraordinaire. De même, quand un petit enfant des Paillotes a été sauvé par l'hôpital Graal et la pénicilline. Donc, très tôt, l'importance de la médecine, de soigner, de sauver. Mais après, il a fallu partir et nous sommes allés en Océanie. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, au milieu des Mélanésiens, une autre culture. Et c'est après avoir grandi tout mon lycée, au milieu des camarades mélanésiens, avec ma mère qui, au lycée, était chargée de leur faire une sorte de promotion pour qu'ils aient le bac, on voulait qu'ils avancent, que je viens faire mes études de médecine à Paris. Et là, je dois dire que je suis vraiment perdue. Là, justement, juste pour revenir, vous parliez des Mélanésiens, là, mais là aussi, vous avez expérimenté, vu cette éducation ou culture proximale plutôt que distale, même si c'était différent. Différent Différent de Vietnam, peut-être, mais quand même proximale, d'une autre manière. Parce qu'après mes études de médecine, donc mon lycée à Nouméa, je rentre à Paris, je fais mes études de médecine. Alors, la médecine m'a passionnée. Et c'est vrai que, et à l'époque, c'était encore un milieu très, très machiste. D'ailleurs, ça l'est encore pas mal. Et donc, au concours, quand j'ai été nommée, on m'a dit « Mais tu nous prends des places alors que tu seras juste femme de médecin. » Parce que pour les garçons, les filles qui étaient en médecine, c'était pour épouser un médecin. C'était pas pour exercer la médecine. Je crois que depuis, j'ai montré que j'avais mérité ma place au concours et que je l'ai bien utilisée. Mais donc, j'ai fait mes études de médecine dans ces études qui sont quand même assez viriles, où on apprend la mort avant la naissance, où j'ai réanimé les prématurés, créé Port-Royal. Et après, je suis retournée m'installer sous mes chers tropiques. Je me suis dit, comment on fait pour vivre ici? Ça m'a paru pas possible. Et j'ai exercé la pédiatrie 7 ans à Nouméa. Et là, j'ai vraiment vu les différences éducatives encore. J'ai retrouvé, comme vous le dites, Anne, merci de le souligner, les enfants encore portés dans la case. Il n'y a pas de pièce. On dort avec son enfant. Aujourd'hui, si vous faites ça ici, on va vous dire, mais votre enfant ne sera jamais autonome. Je dis souvent Ekarambeu, le grand footballeur, qui est né à Lifou, dans la case, qui tourne dans le monde entier avec ses grandes équipes de football. Il est autonome. C'est une chose absolument ridicule. Et donc, les enfants portés, nourris, toujours en tribu, avec tout le clan autour. Parce que là-bas, la famille, c'est plutôt le clan. C'est une éducation clanique, par la mère, l'oncle de la mère. La place du père est particulière. Et donc, les familles élargies, je les ai vues avant l'heure. Chez les Tahitiens aussi, qui venaient beaucoup à Nouméa consulter. Parfois, quand un enfant arrive, vous ne savez pas si c'est sa mère, la sœur de sa mère, son père, son oncle maternel. Il peut venir avec différents accompagnateurs de fois en fois. Mais lui, il s'y retrouve, c'est le clan. Et oui. À quel moment vous parliez donc que vous avez observé donc cette différence éducative dans le rapport à l'enfant? À quel moment c'est devenu insupportable d'observer la violence qu'on retrouve dans l'éducation française? Alors déjà petite, quand j'ai vu mes parents qui étaient quand même une éducation violente dans la sévérité par rapport aux petits Vietnamiens qui poussaient avec plus de liberté. Et là, déjà, je me suis interpellée. Mais évidemment, beaucoup plus en Nouvelle-Calédonie avec les Mélanésiens
qui eux aussi vivent dans une liberté, avec des yeux, nos regards qui se croisaient quand je visitais les tribus, quand je dormais avec la mère, le petit, parce qu'après j'ai pris des responsabilités politiques. J'étais jeune, mais j'étais toute flambante et j'ai créé un parti centriste là-bas pour unifier la médecine. Parce que quand la médecine était en fait ségrégationniste entre les Mélanésiens et les Occidentaux. Et donc, Oui, j'ai justement, réuni. qu'est-ce qui a motivé cet engagement? Vous dites toujours, je suis né pédiatre, je vis pédiatre, je mourrai pédiatre, Oui, mais vous êtes sûr. rentré en politique. Voilà, c'est ça, Alors, par des engagements qui sont poussés en fait pour l'enfance et pour la santé. Qu'est-ce qui quand s'est je suis passé alors? Qu'est-ce qui vous a fait prendre, je dirais pas un virage, puisque vous l'avez fait en étant pédiatre, mais qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ces nouvelles compétences? En Nouvelle-Calédonie, vous voyez, avec cette éducation clanique, les Mélanésiens n'étaient pas salariés de façon régulière. Ils venaient un petit peu travailler à l'usine, à la ville, mais dès qu'ils avaient assez, ils retournaient dans la tribu, donnaient à la tribu. Ça appartient à tout le monde. Donc, ils n'avaient pas un emploi régulier. Or, on a décidé qu'on leur faisait un établissement hospitalier pour ceux qui avaient des cotisations employés réguliers. Et le vieil hôpital colonial gratuit pour les autres. Et les Mélanésiens me disaient, c'est les dispensaires en ville, c'est les pas savants. C'est-à-dire, le médecin, il est militaire, gratuit, il fait venir, quand il regarde la salle d'attente, d'abord les oreilles, comme on dit là-bas, c'est-à-dire les métropolitains qui sont là, puis ensuite ce qu'on appelle les caldoches, c'est-à-dire les Calédoniens de souche, et après tous les autres. Donc ils appellent ça des passavants. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment une attitude de colonisateur. Voilà, et donc je me suis dit, ce n'est pas possible. En même temps, j'avais une conviction, et je l'ai toujours, que pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un bonheur d'appartenir à la protection, en quelque sorte, de la France, parce que perdu dans le Pacifique, avec tous les appétits guerriers qu'il y a là-bas, ça pourrait être très compliqué. Mais à condition qu'on honore notre rôle. Et donc, j'ai fait une campagne politique pour dire de réunifier la médecine. Et bien sûr, je n'avais pas du tout prévu que je serais élue, mais j'ai été élue, très jeune comme ça, et j'ai réussi. Maintenant, il y a en Nouvelle-Calédonie un hôpital territorial pour tous. C'est ma grande fierté parce que c'était très dur à obtenir, comme tous les combats politiques. Il y a toujours des intérêts, et je suis arrivée. En France, vous avez aussi mené un combat politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment c'est venu cette volonté, ce projet de loi? Comme toute femme, faire de la politique, c'est très compliqué. Parce que bien sûr, j'étais mère, jeune maman, de 2 enfants, 2 filles. Élever ces enfants et faire la politique, c'est très compliqué parce qu'on a beau dire la parité, à l'époque déjà ça ne se disait pas, mais la parité c'est toujours compliqué parce que la politique c'est toujours le soir. Il faut pouvoir perdre beaucoup de temps pour obtenir un peu de résultats. Donc quand je suis rentrée en métropole, j'ai décidé de me stabiliser, de me calmer et de me recentrer sur ma pratique clinique. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire un pamphlet qui s'appelle Mémoire d'un nouveau-né, qui a été préfacé par Françoise Dolto, un nouveau-né qui dénonce nos pratiques distales, qui réclame du proximal. Et j'ai été invitée sur France Inter et je suis devenue connue. Après, on est revenu me chercher en politique. C'est ça. Je fais raccourci. Est-ce que vous avez souhaité devenir députée pour pour changer, on peut rappeler peut-être la loi. Donc vous avez proposé un projet de loi dans les années 2000, sur la fessée contre la fessée, pour l'abolition de la fessée et le châtiment corporel. Comment est-ce que c'est cette volonté de faire passer la loi qui vous a fait devenir députée, ou est-ce que vous aviez une autre motivation sous-jacente? J'ai donc plutôt fait 26 ans de Radio France et c'était un pur bonheur, avec des émissions comme vous faites,
de service aux parents, aux enfants, et vraiment un pur bonheur. Mais à ce moment-là, on est venu me chercher pour d'abord devenir conseiller de Paris, oui. Et j'ai pu être membre du conseil d'administration d'assistance publique. Et vous voyez dans les circonstances aujourd'hui, comme l'organisation de l'assistance publique, c'est très important. Et j'étais très contente d'y revenir après avoir été interne des hôpitaux, revenir à l'assistance publique et voir l'organisation. Et j'ai essayé, par exemple, que l'on fasse que l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul soit un hôpital pour les enfants handicapés. Voilà, ça, dans ces émissions, puisque vous parliez de vos passages, oui. Bon, moi je m'en souviens parce que j'étais jeune mère à l'époque et donc je vous écoutais. Mais qu'est-ce que vous entendiez des parents? Quel était ce message qui fait que on est venu vous chercher, vous dites? Donc, qu'est-ce qui a pu donner envie de venir vous chercher? Et puis ensuite, ça vous a donné la possibilité de faire passer quelque chose dont vous allez nous parler certainement. C'est ça. Qui n'a pas été peut-être si bien reçu au départ. Non. Par exemple, quand je disais qu'il fallait garder son bébé dans la chambre, mais c'était très mal reçu. On me disait ce n'est pas possible. Il doit s'éduquer très tôt, à avoir un rythme, et il doit sortir de la chambre. Heureusement, maintenant, on a même montré que de garder son bébé dans sa chambre, ça fait partie de la prévention de la mort subite. Non pas qu'on garde les yeux sur son bébé, mais que quand un bébé dort dans votre chambre, pendant ces 6 premiers mois, l'Académie américaine de pédiatrie dit même 1 an, eh bien, l'enfant entend votre cœur qui bat, entend que vous bougez, que papa ronfle, que maman se lève, que la lumière s'allume. Il est dans la vie et il fait moins de pauses respiratoires et il fait moins de malaise. Il a fallu 20 ans pour démontrer ça. Alors que moi, je voyais bien que dans les cases ou dans les paillotes, les enfants qui dormaient avec leurs parents étaient beaucoup plus sereins. Donc, j'allais, comme vous dites, Anne, à contre-temps. Mais en même temps, voilà, je disais d'allaiter. Et aujourd'hui encore, vous savez, quand ça ne me gêne pas qu'une maman allaite un enfant qui a 18 mois, 2 ans, on me dit non, mais c'est... Alors que si vous êtes suédois, canadien, c'est normal. Les Français restent complètement bloqués. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Voilà, en France, on est toujours sûr de savoir mieux que tout le monde et on se cramponne à nos pratiques. Mais franchement, je suis triste parce que je pense qu'on était un pays à l'avant-garde. Vous savez, quand j'étais jeune interne, Robert Debré, j'ai eu l'honneur de lui présenter un malade et c'était très émouvant et c'était un grand patron. Et à l'époque, la pédiatrie française, elle rayonnait. Elle allait jusqu'à Cuba pour apprendre la réanimation des nouveau-nés, jusqu'au Canada. Et nous avons impulsé la pédiatrie canadienne. Aujourd'hui, les Canadiens nous dépassent dans la bientraitance, dans la bonne éducation, dans l'aide aux parents. Parce que nous avons régressé, malheureusement. À quel moment vous prenez conscience que passer par la loi, donc pour rentrer dans cette bientraitance de l'enfant, c'est nécessaire ? Ah oui, j'étais persuadée, mais je n'avais pas les manettes jusqu'au moment où, travaillant beaucoup au Conseil de Paris pour améliorer la vie dans les crèches à assistance publique, etc., on m'a demandé d'être la suppléante d'un député qui est devenu ministre. Donc, c'est comme ça. Mais alors, dès que je suis arrivée à l'Assemblée, vous savez, je suis rentrée députée au mois de juillet. Et au mois de novembre, il y a la Journée internationale des droits de l'enfant. J'ai dit, pour la Journée internationale des droits de l'enfant, il faut proposer la loi pour abolir les châtiments corporels. Oui. On était en quelle année, là, vous nous rappelez ? 2010. 2010. 2010. Et donc, j'ai proposé la loi. Alors, tout de suite, mes collègues et autour de moi, non, mais Edwige, une bonne fessée, ça remet les idées en place. J'ai entendu toutes les bêtises que les gens les plus intelligents peuvent dire pour justifier cette pratique de frapper un enfant. Mais tout le monde là, vous savez, même, je suis sûre, vos adhérents qui nous écoutent, eh bien, ils disent oui, mais moi j'en ai reçu, ça ne m'a pas tué. Ben, heureusement que ça ne vous a pas tué, mais ça brise l'estime de soi. J'ai défendu, j'avais eu l'exemple de ma sœur très tôt, de l'éducation de mes parents, puis de l'éducation de mes petits patients, puis j'avais déjà vu se développer une génération de patients. Et il a fallu mener un combat, mais toutes les campagnes de presse où à la fois
on ridiculisait le sujet, mais en même temps, les auditeurs, les parents s'en emparaient. Ça faisait vraiment un succès, ce qui fait que les journalistes me donnaient la parole. Grâce à eux, le chemin s'est fait, mais il a fallu 9 ans pour que les politiques acceptent l'idée de contrarier le pater familias. Parce que le problème, il est là en politique. Parce qu'il vous donnait la parole, mais ce n'était pas toujours de manière très bienveillante quand même. Non. Et on rêvait de m'en donner une. Combien de fois j'ai entendu une fessée pour être gentil. Donc c'était même, vous savez, quand vous êtes une femme en plus, on tourne la fessée de façon érotique et c'est assez ignoble alors que vous êtes en train d'expliquer le développement des enfants, le bien-être des enfants. Heureusement, les neurosciences sont venues en renfort parce qu'en même temps, il y a eu beaucoup de travaux dans beaucoup de pays qui ont montré sur le cerveau, dans l'imagerie cérébrale et dans les études longitudinales de psychologie, ce que faisaient les châtiments corporels et l'humiliation. Comment votre projet de loi il a été reçu dans votre parti politique par les hommes et par les femmes? Peut-être vous avez reçu ça a été peut-être reçu différemment suivant le sexe. Pas du tout. Les femmes étaient comme les hommes, parce que les femmes politiques sont comme des hommes. Les femmes politiques, elles ont eu beaucoup de mérite pour réussir, comme je vous disais souvent le soir, elles ont beaucoup délégué l'éducation des enfants et ce sont des sujets qu'elles n'approfondissent pas assez. Donc j'ai eu peu d'aide de mes collègues féminines et parfois c'était des hommes qui m'aidaient aussi bien. Et puis du point de vue politique, j'avais créé la Fédération radicale, c'est-à-dire centriste de Servan-Schreiber en Nouvelle-Calédonie, et je suis toujours restée dans ce parti centriste, qui était raccroché à l'époque au parti de droite classique. Alors, dans la droite classique, je n'avais aucune aide. On me disait, mais tu es ridicule avec ta fessée, tu ne te rends pas compte. Et aucune aide. Après, il y a eu des changements, et puis l'arrivée des socialistes, et puis de François-Michel Lambert, Écologie Les Verts. Et j'ai continué, quand je n'ai plus été députée au bout de 3 ans, j'ai continué quand même de toujours m'appuyer sur les uns, sur les autres. Et avec 9 ans de combat, on a gagné, c'est dans la loi. Est-ce que vous êtes satisfaite de la loi qui est passée donc en juillet 2019 et qui est l'aboutissement de votre projet de loi? Oui, il y a eu des polémiques avec certains militants passionnés et tout à fait compréhensibles qui voulaient certains mots, qu'on mette le mot de châtiment corporel au lieu de violence éducative ordinaire, des mots. Mais pour avoir beaucoup travaillé, y compris auprès du Conseil de l'Europe, j'avais compris combien il ne fallait pas finasser et combien il fallait vraiment avancer. La loi, elle dit aujourd'hui, et c'est très important, les journalistes ont été assez discrets sur son libellé pour ne peut-être pas trop effrayer, choquer. Mais elle dit « l'autorité parentale est liée à l'absence de violence psychique et physique faite à l'enfant ». Ça veut dire que si vous frappez votre enfant et que on le constate et que vous le revendiquez et que vous ne voulez pas vous faire aider pour changer de pratique, eh bien, vous pouvez perdre votre autorité parentale. Vous savez que l'autorité parentale, c'est très, très symbolique pour un parent et très factuel. Donc, c'est une loi qui portera beaucoup au fur et à mesure qu'elle rencontrera ses applications. Est-ce que alors, quand vous parliez de vos détracteurs, moi, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que cette loi, elle protège vraiment les enfants? Est-ce qu'elle permet aux enfants, en tout cas, est-ce qu'elle donne le pouvoir à l'État de sortir les enfants de cette violence éducation ordinaire? Mais oui, puisque elle donne à l'État le pouvoir, le juge aux affaires familiales peut enlever l'autorité parentale à l'un des parents. Alors, à partir de là, l'enfant et soit avec l'autre. Après, en fait, dans cette loi, il y a le premier mouvement, c'est l'aide à la parentalité, comme en Suède, comme dans tous les pays scandinaves, où elle a tellement bien marché depuis 30 ans. C'est-à-dire que si la maîtresse, l'assistante sociale, la directrice de la crèche sait que vous revendiquez, vous frappez, vous revendiquez de frapper, vous dites « moi, c'est comme ça que j'élève mon enfant »,
eh bien, on vous demande de venir, de rencontrer la psychologue, de rencontrer l'équipe éducative, et on vous apprend comment faire autrement. C'est d'abord ça, la loi. C'est seulement si vous vous entêtez et vous le revendiquez que là, vous pouvez perdre votre autorité parentale. Qu'est-ce qui a été mis en place, du coup, pour accompagner les parents par le gouvernement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Oui, alors le gouvernement a fait un travail intéressant sous l'égide du secrétaire d'État à la petite enfance qui a été nommé il y a peu de temps, Adrien Taquet, et qui a mis en place ce qu'il appelle le programme des 1000 premiers jours de la vie pour préparer les parents à être parents, parce qu'il faut leur apprendre ça très tôt. Et puis, nous avons la chance dans notre pays d'avoir des PMI, protection maternelle et infantile, qui sont gratuites pour l'accueil des parents jusqu'à les 6 ans de l'enfant, et d'avoir un réseau de la CAF qui s'appelle le réseau d'aide à la parentalité, plus toutes les psychologues de crèche. Moi qui ai travaillé, en plus, il faut que je vous le dise, jusqu'au mois d'avril, 14 ans dans les crèches pour aider à la parentalité, nous avons beaucoup de réseaux. Oui, vous parlez de revendications, mais c'est la violence éducative, elle est inscrite presque dans la culture française. C'est quelque chose qui est énorme, qui a été énormément marqué par l'histoire, etc. Les parents, ils revendiquent pas forcément cette violence, mais ils la pratiquent. On sait que 85% des enfants subissent des violences éducatives ordinaires qui sont de l'ordre physique ou moral. Donc comment voilà, comment on pourrait, en fait, on est extirper, comment extirper? Oui, c'est ça. Comment sortir finalement d'une violence qui n'est pas une violence qui n'est pas qu'une violence intrafamiliale, qui est aussi une violence sociétale. C'est ça, absolument. Mais je n'accepte absolument pas l'idée que c'est dans notre culture. Quand les Suédois ont fait la loi, 70% des Suédois étaient contre. Le gouvernement a eu à l'époque le courage d'inscrire dans la loi et sur les boîtes de briques de lait du petit déjeuner qu'on n'a pas le droit de frapper les enfants. Donc, à partir de là, il a créé le défenseur des enfants et il a pu inverser. Aujourd'hui, vous rencontrez un Suédois, il vous dit « Ah bon, vous tapez les enfants ?» Or, les Suédois réussissent aussi bien en classe et même mieux parce que ça altère aussi les fonctions cognitives. Donc, pour extirper ça de l'éducation qu'ont reçu les parents et qui veulent reproduire et qui est comme leur Madeleine de Proust, le doigt tapé, un bon petit souvenir infantile. Pour l'extirper, il faut expliquer par les neurosciences ce que ça fait sur le cerveau et se dire que si une pédiatre expérimentée comme moi, qui est 2 filles, qui est 7 petits-enfants, chacun son caractère, et qui dit non, ne tape pas, et qui est suivi énormément de familles, c'est qu'il y a quand même le moyen de faire autrement et qu'en effet, cela permet à vos enfants de vous respecter. Un enfant que vous frappez, il ne vous respectera pas. Mais la France n'a pas lancé de campagne de publicité comme ce qu'a fait la Suède, et je ne pense pas que c'est parce qu'on boive moins de lait. Hein. Et puis ensuite, vous êtes pédiatre, vous êtes connu, vous êtes médiatique et vous faites passer ce message. Comment se fait-il qu'on n'entend pas plus de voix? Vous avez même eu des détracteurs parmi certains de vos meilleurs ennemis, comme vous dites. C'est ça. Oui, vous avez raison, mais tout de même, il y a eu des campagnes. Et le problème a été que quand on a fait des campagnes avec la Fondation de France, avec un de mes amis, médecin Gilles Lazimi, qui fait de jolies campagnes. Quand on a fait des campagnes pour montrer ce que faisait une gifle, les parents se souviennent de cette image dans la campagne. Mais comme il n'y avait pas de loi, tant que ce n'est pas défendu, les campagnes, ça ne marche pas. On l'a vu aussi pour les vaccins, hein, on peut parler des vaccins aujourd'hui, les gens étaient anti-vaccins. Quand la loi a dit maintenant, il y a ces vaccins-là qui sont obligatoires, je vous assure, c'est magique, maintenant les parents le font. La loi, c'est quand même quelque chose qu'on édicte. Et depuis que la loi est sortie, il n'y a en effet pas eu de nouvelles campagnes. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler à des campagnes parce que, bien sûr, c'est très important. Il faut que les enfants soient au courant.
Oui, c'est ça. On recevra Gilles Lazimi lors de la semaine prochaine, lors de la semaine de la non-violence éducative. Voilà. Et vous dites, il faut que les enfants soient au courant. Je discutais tout à l'heure avec Anne-Claire Charmette, donc de l'Observatoire de la non-violence éducative ordinaire, qui disait qu'ils étaient en train de réfléchir à comment mettre en place, en tout cas, une campagne qui permettrait aussi de toucher les enfants pour que eux puissent prendre conscience que ce n'est pas normal de subir de la violence, quelle qu'elle soit, de la part de leurs parents. Absolument. Il faut que les parents sachent qu'aujourd'hui, on voit les dénonciations pour les agressions sexuelles qui arrivent plus tard. Vous savez, vos enfants, ils prendront conscience et faites attention aux rancœurs, les parents. Essayez d'ouvrir un peu vos yeux et vos oreilles vers ce qu'on vous dit. On a reçu Yves Bonardel qui parle de la domination adulte, et c'est le seul qui en parle dans les formations de Catherine Dumonteil-Crémer. Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Je pense que l'adulte qui veut dominer l'enfant, qui pense que c'est plus simple, qui a peur de l'enfant tyran, c'est un adulte qui a peur de l'enfant, et c'est une très mauvaise démarche. On ne grandit pas dans la peur. La peur fait sécréter des neurohormones qui font fondre certaines connexions neuronales. Donc vraiment, on n'élève pas un enfant dans la domination et dans la peur. Ça peut paraître plus simple, mais finalement, on le voit bien dans le confinement. Vous savez, les gens qui veulent élever leurs enfants comme ça, ils ont des enfants soit très agités, insupportables, provocateurs, soit très soumis et qui ne vont pas vraiment s'épanouir dans la vie. Ce n'est pas une méthode. Mais comment peut-on faire sortir ces parents de la peur? Hier, nous avions aussi un invité qui nous parlait, on en a eu d'autres d'ailleurs, qui nous parlait de ces manières de faire qui sont transmises de génération en génération. Alors certes, vous venez de nous expliquer que avec la compréhension des neurosciences, maintenant, on sait ce qui se passe, mais ces parents sont là et ils continuent à battre parce que c'est ce qu'ils ont eu de leurs parents et qu'ils pensent que c'est pour le bien de leurs enfants. C'est ça. Et vous savez, Anne, on me dit souvent, mais lui aussi, avec le caractère qu'il a, je suis bien obligée de taper. Et certains me disent, eh bien, moi, mes parents, ils ne pouvaient pas faire autrement parce que vous savez, j'étais très dure. Surtout que de frapper endurcit le caractère. Aujourd'hui, non seulement il y a les neurosciences, mais il y a aussi la génétique qui montre, parce que parfois même en maternité, quand j'entre dans une chambre, le petit a simplement faim, besoin d'être au sein ou au biberon, on le laisse pleurer, c'est pas l'heure, et on me dit, oh là là, il a le caractère de l'oncle Jules, comme si c'était génétique, ça y est, il allait être insupportable. Eh bien, on a montré que les gènes, ils n'occupent que 18% de la matière du chromosome au maximum. Et toute autre partie, c'est un matériel épigénétique qui va aider par votre éducation, par l'environnement, à allumer ou éteindre certains gènes. Donc, personne n'a un tempérament d'hérédité insupportable. Tout dépend comment vous allez l'élever. Donc, il n'y a pas de fatalité. Et de même, il n'y a pas une fatalité à reproduire. Mais sans la loi, tant qu'on n'aura pas vraiment prévenu et exercé et qu'il n'y aura pas un cas à la télévision qui va passer. Et là, vous savez, avec le confinement, je crains que beaucoup d'enfants aient pris vraiment des violences et des humiliations. Oui. Parlant de télévision, on vous a vu à la télévision répondre à Patrick Sébastien. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet épisode? Oui, Patrick Sébastien qui revendiquait d'avoir été battu et que ça lui faisait du bien. Mais chaque fois, vous savez, un enfant qu'on a frappé, en lui disant « tu l'as mérité », en disant « tu l'as mérité », on se dédouane. Ça permet de… C'est toi qui l'as bien cherché, hein? C'est pas moi qui fais une erreur. Donc, l'enfant est persuadé qu'il est coupable. Tout à fait, oui. Et il est persuadé que… Mais comme ensuite, il ne sait pas bien gérer ses émotions, parce que ça le détruit, ça détruit des connexions, eh bien ensuite, il est de plus en plus insupportable. Et donc, il les mérite. Et c'est un cercle vicieux, et plus tard, il aura besoin de justifier ses parents. Il aura besoin pour ne pas s'écrouler.
Et donc, il faut vraiment que des psychologues s'occupent des parents qui ont eux-mêmes été tapés. Oui, alors vous parliez 2010-2019. Ensuite, vous parlez maintenant de campagne, mais on entend, on voit toujours à la radio et à la télévision des émissions, des célébrités qui justifient. C'est ça. Et donc, il faut vraiment... la loi, elle est passée finalement après 9 ans de combat, très récemment. Elle est passée en juillet 2019. Donc, c'est très récent. Après, il y a eu tous les événements historiques que l'on sait, je ne dis même pas politiques, historiques. Hein. La France a subi des révoltes, des révolutions, et tout le monde a été occupé par autre chose. Aujourd'hui, grâce à vous, on en parle. Mais sinon, les télés ne parleront que du virus. Bon, les gens sont focalisés sur une idée. Dès que le confinement va finir et que le pays va renaître, je pense que ces sujets vont revenir à l'ordre du jour, surtout avec ce qui apparaîtra à la sortie du déconfinement de ce qui se sera passé dans l'enclos familial. Oui, vous parlez du confinement et ce qu'on s'est aperçu avec nos invités, c'est que c'est principalement les associations qui prennent en charge l'accompagnement à la parentalité et pas le gouvernement, notamment là en période de confinement, les numéros d'écoute, etc. Pourquoi c'est pris en charge donc par les associations et non pas par le gouvernement qui est censé soutenir cette loi et donc mettre en place une action nécessaire pour la protection de ces enfants? Alors, il ne faut pas être injuste. Moi, qui travaille, je vous dis, depuis 14 ans dans un réseau de crèches. J'ai arrêté juste en avril. Donc, auprès d'un réseau de 100, puis 300 crèches dans toute la France pour aider à l'aide à la parentalité, aider à la formation des professionnels et les aider aussi sur le terrain. Je vais dans les crèches. Eh bien, moi qui fais ce travail, je peux vous dire que c'est auprès de ces personnes-là, dans la petite enfance, qu'il faut agir. Or, ce qui se passe, c'est que quand une directrice de crèche sait, par les filles, par ce qu'elle dit, qu'un enfant est l'objet de violences psychologiques ou physiques, il lui est difficile de demander aux parents de venir parler avec la psychologue. Le parent, pour lui, est convoqué par la psychologue. Déjà, il se sent mal, il se sent en faute. Les Français n'ont pas cette culture. Du coup, il est difficile d'agir par les institutions. Et donc, c'est vrai que c'est souvent dans les réunions le soir entre parents que l'on peut parler. Mais malheureusement, à ces réunions, ne viennent que les parents qui sont ouverts et pas ceux qui sont carrés dans leur... Ce qui va arriver de plus en plus, cependant, grâce à vos émissions, grâce à des campagnes, grâce à des affaires qui vont sortir où on va voir que le juge va appliquer la loi, eh bien, les parents vont prendre de plus en plus conscience et je pense qu'on va vraiment avancer très bien. Je suis quand même assez optimiste. Mais voilà, le gouvernement, moi je n'ai pas de mandat politique, actuellement je suis impliquée dans aucun courant, mais je pense que déjà en nommant un secrétaire d'État à l'enfance, en soutenant Maud Petit qui a redéposé la loi, a quand même agi déjà par la loi et a créé, a encouragé ces réseaux. Non, je pense qu'on va y arriver. Mais il y a beaucoup d'éducateurs qui vous entendent et c'est aussi eux qui forment le réseau. Je tenais juste à signaler qu'on recevra pareil Maud Petit la semaine prochaine. Donc on pourra parler de manière plus approfondie. Il a fallu le soutien de tous et ça a été une chaîne, vous voyez. Il n'y a pas de courant que ce soit des Verts alors plus le centriste que la droite, mais quand même le président de la commission des lois qui est du Parti républicain a tapé sur la table pour faire voter au Sénat la loi à l'unanimité. Donc finalement, il y a eu un consensus. Vous parliez de l'importance donc de la naissance et de la prise en charge du nourrisson, notamment dans les crèches. Actuellement, le contexte médical, est-ce qu'il est adapté aux besoins du nourrisson, enfin à la naissance de l'enfant? Alors,
et même, merci de me poser la question, c'est dès la maternité. Et par exemple, pour l'allaitement, quand j'étais à Baudeloc, j'avais créé des cours de préparation à la naissance dans lesquels j'incluais la préparation à l'allaitement le samedi pour que les papas viennent. Parce que l'alliance avec les pères, c'est très important, mais il faut le préparer avant la naissance. Donc, dès la grossesse, savoir qu'on ne frappera pas un enfant. J'aime beaucoup quand je vois un petit nouveau-né avec dans les bras de ses parents, parce que c'est là qu'on peut leur dire qu'on ne le tapera pas. C'est là qu'on leur explique ce que c'est que cette petite gelée si précieuse, le cerveau, qui ne taperait pas leur ordinateur quand ils ne comprennent pas, donc ils ne doivent pas taper un enfant. Après, les parents, quand ils commencent à avoir pratiqué, parce que vers 2 ans, un enfant, bien sûr, c'est demandeur d'une interaction permanente et ils ne sont parfois pas assez aidés, les parents. Quand ils ont commencé à s'énerver, ils ne veulent plus trop entendre. Et malheureusement, c'est déjà tard. Donc, vous avez raison, c'est dans les crèches, dans la petite enfance, dans les maternités. Alors, est-ce qu'on fait assez? Non. Il y a, voilà, en maternité, il y a automatiquement, normalement, un pédiatre. La visite de sortie doit être faite par un pédiatre. Mais même mes confrères ne sont pas assez sensibilisés à ce que la visite, ce n'est pas juste d'écouter le cœur et de voir les hanches, c'est aussi de prévenir les parents que l'enfant, il va demander du lait à des heures, il n'y a pas de rythme, qu'il va falloir dormir, qu'il ne va pas faire ses nuits, et que tout ça est normal. Et essayer de voir le papa. C'est là qu'il y a un gros travail qui peut se faire et qui n'est pas assez fait, je suis d'accord. Alors, il y a une puéricultrice qui passe voir les bébés. Il y a une puéricultrice qui passe à la sortie. Et ensuite, il y a une visite chez le médecin qui est recommandée dans les 10 premiers jours. Mais pas forcément le pédiatre. Et vous savez, il y a de moins en moins de pédiatres. C'est une spécialité qui est très, très sélective. Et beaucoup de nouveaux pédiatres désirent rester à l'hôpital pour des recherches sur le métabolisme, la génétique, le développement. Le quotidien de l'enfant ne les mobilise pas assez. Et Robert Debré, je dis souvent qu'il se retournerait dans sa tombe. Lui, il disait, il n'y a pas une médecine d'organes, même s'il avait développé toutes les spécialités médicales. L'enfant, c'est un ensemble. Et donc, je regrette beaucoup que mes confrères, à part certains d'entre eux, mais en général, ne soient pas assez impliqués. Il faut dire que le temps passé à l'aide à la parentalité n'est pas valorisé par les actes médicaux. Donc, c'est comme la psychiatrie. Ce sont des spécialités peu rémunératrices. Et donc, c'est compliqué à gérer tout ça. On parlait tout à l'heure des médias, du coup je vais faire un petit saut en arrière. Oui, il y a une pétition contre Super Nanny. Est-ce que vous l'avez signée? Ah, je ne l'ai pas signée. Je signe pas facilement des pétitions, mais je suis à fond dans ce courant. Je ne veux pas de cette émission. C'est diabolique. C'est l'idée finalement que la télévision a aussi un rôle à jouer. Comment la télévision peut jouer un rôle en fait pour ouvrir le débat et continuer en tout cas le débat qui a été déjà ouvert avec le passage de la loi sur les violences éducatives ordinaires et permettre aux parents de prendre conscience que le comportement qu'ils ont avec leur enfant n'est pas forcément adéquat. Oui, la télévision a le premier rôle et malheureusement actuellement elle ne réagit que quand il y a un fait divers. Oui. On n'arrive pas à l'entraîner, à vraiment... Vous savez, j'ai tellement aimé faire mes émissions sur France Info, 26 ans de chronique, et puis l'émission Enfance sur France Inter, grâce à Jean-Marie Cavada, que des personnes qui agissent dans le même sens. Et cette émission durait 1 heure, et je pense que c'était des messages extrêmement importants. Et donc... il faut recréer des émissions dont vraiment le répondant ait cette culture et cette passion. Parce que pas juste des conseils pratiques. Ça, c'est tout le monde peut le faire. Mais il faut vraiment essayer de promouvoir la non-violence éducative par des exemples, par des reportages.
Comment? Pourquoi se sont-elles arrêtées, vos émissions? Ah ben, l'émission enfance s'est arrêtée quand je suis devenue députée. D'accord. Et Oui. députée, c'était Ok. intéressant, c'était très important. J'ai même pu faire que la surdité soit dépistée à la naissance. Oui. Une grande bataille Aussi. parce que j'avais des opposants, mais ça a été très important parce que vous savez, si vous dépistez, et maintenant quand j'ouvre un carnet de santé, que je vois que le dépistage est fait pour tous les bébés, c'est extraordinaire. Et quand on dépiste, eh bien, la famille qui est au courant va pouvoir communiquer avec son bébé en sachant qu'il n'entend pas. Donc, avec les signes, avec les implants et l'ORL s'il y a besoin, mais le bébé va être dans un monde de communication très précoce et donc ses neurones vont pas évoluer et il va pas devenir muet. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu qui bouleversait les malentendants. J'avais l'impression qu'on allait peut-être créer deux mondes. Mais non, finalement, c'est très bien organisé. Et dès que l'enfant est dépisté, les parents sont associés avec la langue des signes et tous les moyens de communiquer avec ce bébé. Donc, Mais là aussi, ça vous valait avez le été coup d'arrêter controversé. les… Comment? Certainement, certainement, là aussi, vous avez été controversé. Comment se fait-il que il y ait toujours ces controverses sur des choses qu'on connaît maintenant qui tombent sous le bon sens finalement? C'est ça, mais parce que chaque démarche bouscule un peu les croyances des personnes. Et pour le dépistage de la surdité, j'étais controversée par certains malentendants et surtout les interprètes qui pensaient qu'on allait nier la richesse de la langue des signes. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, dans ma vie antérieure, parce que je dis toujours qu'il y a eu beaucoup de vie dans ma vie antérieure, quand j'avais créé mon parti radical en Nouvelle-Calédonie, j'avais créé les 2 premières classes pour malentendants, parce qu'il y avait eu une épidémie de rubéole et que 10 ans après, nous avions des malentendants à cause de ce virus. Et donc, j'avais créé les 2 premières classes qui, à l'époque, il n'y avait pas d'implant, c'était la langue des signes. Donc, c'était au contraire des peurs irraisonnées. Pour en revenir aux violences et à la loi que vous avez contribué finalement à faire passer, nous avons reçu ici la semaine dernière Amalia Escriva, qui est l'auteur du film Qui aime bien châtie bien, et qui nous disait combien c'était difficile même de trouver dans notre temps, 2000, je pense que le film date de 2017, 2018, très récent, combien il est difficile de trouver des fonds pour arriver à réaliser un tel film qui dénonce les violences éducatives ordinaires. Absolument. Oui, quel est votre ressenti par rapport à ça? Quel est votre vécu? Vous savez, tout ce qui concerne l'enfance est paupérisé. Par exemple, les salaires des professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les professionnels des crèches sont parmi les plus bas du pays, alors que c'est à cet âge-là que se forment tous les circuits neuronaux. C'est à cet âge-là qu'il faut être extrêmement patient. S'occuper de jeunes enfants, c'est un don de soi. Et ces personnes sont pas assez valorisées. On parle du personnel des hôpitaux, mais personne ne parle des professionnels de la petite enfance. Comme je vous disais, la rémunération du pédiatre pour les cotations de la sécurité sociale est tout à fait en dernier, comme le psychiatre. Toutes ces spécialités humanistes, les professeurs des écoles sont moins rémunérés que le professeur du lycée. Et pourtant, c'est beaucoup plus difficile de s'occuper des jeunes enfants. Donc, dans notre culture, on ne valorise pas ces professions. C'est vraiment quelque chose de très grave. Ces professions, elles sont pourtant centrales dans la lutte contre les violences éducatives ordinaires. Comment former en fait ces professionnels de la petite enfance, les enseignants, etc., pour changer les mentalités? Alors il y a un obstacle en plus, car moi que vous voyez tellement engagée, tellement convaincue, tellement expérimentée, tellement militante,
Eh bien, quand je vais dans mes crèches et que j'essaie de former, mais il y a des résistances auprès de la part des professionnels elles-mêmes, parce qu'elles arrivent avec déjà des modules de formation qui sont soit somatiques, soit pédagogiques, et elles ne sont pas formées à ce corpus, la non-violence éducative et comment l'apprendre aux parents. Eh bien, ça les ennuie parce que ça les dérange dans leur pratique, dans la mesure où elles ne sont pas violentes. Je n'ai jamais vu une fille de crèche qui frapperait un enfant. Il peut y avoir cette violence un peu sournoise institutionnelle dans une crèche qui ne fonctionne pas bien. Et ça peut arriver, mais bien sûr, mais de la violence avérée, assumée, non. Sauf que en parler aux parents, c'est très compliqué parce qu'elles vont revoir les parents tous les jours. Et donc, elles vont avoir un rapport difficile. Et donc, la psychologue qui est affectée à toutes les crèches, ben, ces réunions porteront sur comment régler les énergies d'un enfant un peu difficile, comment régler les énergies entre l'équipe, mais c'est jamais sur ce discours qui dérange. Oui, c'est ça. Donc, finalement, on reporte la problématique sur l'enfant, alors que c'est le parent qui devrait se remettre en question dans son comportement. C'est ça. Et ce qu'on arrive à faire, ce sont des réunions de parents, mais ce ne sont pas ceux qui exercent des violences éducatives qui viennent. Ce sont en général ceux qui sont le plus curieux des bonnes pratiques. Mais c'est quand même très important, c'est qu'a fait des parents, parce qu'on a des parents qui nous confient, qui se réveillent la nuit, qui nous confient toutes les difficultés et sur lesquelles on peut répondre. Donc ça, c'est un très bon module. Et puis, quand on peut, il m'est arrivé bien souvent d'arriver dans une crèche à 8 h du matin parce qu'une directrice me disait la maman, vous ne pourrez pas la rencontrer parce qu'elle n'a pas envie, elle n'a pas besoin de voir la pédiatre, elle ne veut pas savoir. Mais je passais par là au moment où on arrive et là, on pouvait ouvrir un dialogue. C'est pour dire qu'il faut vraiment le vouloir. Oui. Et quel est l'accueil que vous recevez de cette maman, par exemple? Une fois qu'on a... oui, une fois qu'on a pu ouvrir les sujets, entrer en alliance, après on nous remercie, bien sûr. Mais au départ, la peur d'être mis en question, et souvent les parents qui frappent, qui hurlent, c'est des parents qui sont eux-mêmes, comme vous le disiez tout à l'heure, dans cet héritage qu'ils ne veulent pas remettre en question. Donc ils sont en pleine défense, il faut arriver à entrer devant. Mais on y arrive très vite. Comment créer le choc, en fait? Comment créer un choc qui permette aux parents de sortir dans le déni de ce qu'il a vécu et de ce qu'il est en train de reproduire? Oui, on y arrive quand même, hein, parce que vous savez que beaucoup, quand on fait les sondages, vous verrez, et je voudrais qu'on en fasse d'ailleurs récemment, je ne vois pas de gens s'en emparer pour l'instant, mais ils ont montré en Autriche, où la loi a maintenant 10 ans, avec le recul, que les parents ont évolué. Et que les grands-parents ont plus la revendication, il y a des fessées qui se perdent, les parents moins, et les jeunes parents bien moins. Mais il ne faut pas laisser les jeunes parents perdre leur désir de bien faire qu'ils ont au départ. Donc c'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure, l'action dans les crèches, dans les maternités, c'est le plus important. Arnaud Dereau, qu'on a reçu aussi lors de ce forum, parlait de l'accompagnement qu'il proposait notamment dans les crèches, la petite enfance, et il expliquait aussi l'importance. Donc lui, il accompagnait de manière professionnelle, et ensuite il expliquait l'importance aussi de passer par une thérapie pour déconstruire nos propres croyances, nos propres dogmes sur le rapport à l'enfance. Alice Miller parle de pédagogie noire. Vous êtes très positif, mais la réalité en France, elle est quand même désastreuse. Je suis tout à fait d'accord. Je suis positive sur le fait que on a réussi à franchir des étapes et qu'on a avancé et qu'il y a quand même une évolution. Mais bien sûr, on est encore très loin du compte et on n'a pas assez matraqué les réalités, mais carrément à la télévision. Comme on fait aujourd'hui les gestes barrières, eh bien, on devrait faire les gestes barrières à la violence de l'enfant.
Et ça, le jour où on va réussir à faire ça, avec Gilles Lazimi, très, très péchu pour faire des campagnes, eh bien, mais ça marchera encore mieux quand les juges vont s'en emparer et quand il va y avoir des affaires. Croyez-moi, une affaire sert d'exemple. Et l'exemple calme les gens. Je voulais revenir par rapport à cette loi parce que c'est une loi civile et dans la loi donc pénale, le droit de correction, il existe toujours en France. Est-ce que ce n'est pas contradictoire finalement avec la loi civile qui est passée en juillet 2019? Alors non. La loi est pour le code civil. Alors déjà, la loi, elle va avoir une chose extraordinaire. Quand vous allez assister, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, au mariage, écoutez bien ce que dit le maire. Parce que déjà, les gens n'écoutent pas que le maire dit. Moi, j'ai été maire, adjoint au maire, et j'ai fait des mariages. Et là, j'insistais, vous savez. Le maire dit l'enfant sera associé aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Avant, on disait à partir de 13 ans. Maintenant, on dit selon son âge. Déjà, c'est un gros progrès de parler du degré de maturité, car il y a des juges qui me disent qu'il y a des enfants de 6 ans, 7 ans, qu'elles peuvent écouter. Mais, associé aux décisions qui le concernent, est-ce que les parents qui décident de mettre l'enfant en garde alternée, tu sais, on divorce, ça ne te regarde pas, c'est les histoires des grands, mais toi, tu vas aller une semaine sur deux dans un truc et une semaine... Est-ce qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent? Même pas les ados, bien souvent. Donc déjà, ils n'écoutent pas bien ça. Mais l'article, maintenant, porte la loi et dit « Et l'autorité parentale exclut toute violence physique et psychologique faite à l'enfant. » Et là, vous n'avez pas que les jeunes mariés, vous avez toute la communauté du mariage qui entend ça. Et je leur dis, mais écoutez, c'est déjà un élément fondateur de la famille dans cette enceinte de la mairie. Et puis, ensuite, vous me dites, c'est une catastrophe et il faut... Vous avez tellement raison. Mais c'est parce que c'était une catastrophe qu'il a fallu 9 ans pour passer tous ces obstacles. Mais je vous dis que à partir... Alors, il faudrait aussi toucher les enseignants. Parce que vous savez, même les enseignants, ils vous disent des fois, non, mais il faut arrêter, les gosses sont agaçants, et de claques, ça calme. Il faut leur expliquer pourquoi il ne faut pas avoir ce discours. J'ai mon amie Dominique Dimé, je ne sais pas si vous la connaissez. Dominique Dimé, elle c'est une comédienne qui chante et crée des textes pour la protection de l'enfance, contre l'enfance maltraitée. Elle va dans les ZEP, dans les écoles défavorisées. Elle est allée à Mayotte et partout, elle a des chansons et avec les maîtresses, elle réunit l'école et elle explique des chansons qui sont contre la maltraitance, contre l'inceste, pour les droits de l'enfant et pour les droits de la planète. Oui. Et quand elle fait ce travail, eh bien, en effet, les enfants viennent souvent lui faire des confidences et les professeurs se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent même pas sur leur propre enfant. Je pense que c'est des travaux comme ça dans les écoles qui vont aussi faire changer les choses. Mais on n'a jamais de budget pour ça. On n'a jamais le temps pour ça. C'est ça le problème. Et d'autres médias peuvent aider à venir les parents dont vous parliez et ceux qui ne viennent pas. Ils viendront peut-être à une pièce de théâtre. Nous avons ici reçu Camille Pasquier qui fait une conférence gesticulée sur les violences éducatives ordinaires. Arnaud Dereau, dont parlait Ophélie, aussi est engagé dans le théâtre. Aussi et peut-être que cela attire aussi les parents que vous n'arrivez pas à attraper ou voilà, qui sont là à 8h du matin quand vous ne pouvez pas être là. C'est ça. Hein. Absolument. Oui, parce que mais il faut qu'ils aient le désir d'entendre. Vous disiez il va falloir des cas, mais hier nous avions Daniel Delanoë qui est psychiatre et anthropologue et qui disait à un moment où la loi a été de nouveau remise en question, il dit le lendemain j'ai eu des cas de violence. Il y a un adolescent qui est mort parce qu'il est mort sous les coups de ceinture de son père.
combien va-t-il falloir en avoir pour que on arrête les discours qu'on entend, lénifiants, disant ah mais de temps en temps ça fait pas de mal et autre chose. Et c'est sa culture ou des choses comme ça Oui. qui sont inadmissibles. Parce que l'enfant, moi je vous parle d'enfant dans toutes les cultures, l'enfant n'a jamais eu besoin d'être violenté comme ça. Donc il n'y a pas une question de culture à accepter. Certainement pas. C'est la culture de l'enfant, du respect de l'enfant qui doit être universelle. Et qui, donc il ne faut pas ces excuses-là. Alors combien de temps ça va durer? Eh bien, je pense que quand même, comme je vous ai dit, les professeurs des écoles et les juges. Et il faut qu'on arrête d'avoir peur des parents. Je suis désolée, mais moi, on m'a beaucoup dit, ah ben oui, mais si on rentre dans la famille, on va enlever le pouvoir des parents. Mais les parents, leur enfant, c'est un futur citoyen. Donc, l'État a le droit de vouloir un citoyen qui ait des bons neurones, qui ait une confiance en soi, qui ait une empathie avec l'autre, tout ce que détruit la violence éducative. Donc, oui, on peut rentrer dans les familles. C'est comme la violence conjugale. D'ailleurs, l'un vient avec l'autre. Et moi, mon engagement aujourd'hui auprès d'avocates qui défendent des mères battues, c'est de dire qu'un homme qui frappe sa femme, c'est avéré, il doit perdre son autorité parentale. Ça en calmerait beaucoup, vous savez. Parce que frapper sa femme, c'est faire du mal à son enfant. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité sur votre enfant si vous frappez la mère. Et quand je vois qu'on leur donne même la garde alternée, alors qu'ils ont été convaincus de violences faites à la mère, ce n'est pas possible. Donc il y a encore, oui, beaucoup de combats à mener. Comment on peut créer un MeToo, enfin, ou un deuxième, absolument, merci. Que les enfants puissent se sauver eux-mêmes, pour qu'il y ait une prise de conscience qui soit de l'ordre très bien de futurs parents, des parents, etc. Mais que les enfants, eux, puissent être en autonomie de sortir de ça. Alors, il faudrait commencer à avoir de la communication sur tous les réseaux sociaux des adolescents. Parce que vous savez, quand je fais des conférences et qu'il y a des adolescents, mais je les soulage. Ils sont prêts à parler. Comme je vous dis, quand Dominique Dimet va organiser ses petits spectacles, ils veulent parler et ils disent des choses graves. Et donc, oui, la parole va se libérer. De toute façon, je préviens les parents. Ça va faire comme MeToo. Parce que nous sommes là pour parler et nous continuerons de parler. Je n'ai pas fini de parler, ni tous mes amis que vous recevez. Et débloquer la parole, parce que les adolescents, ils s'expriment sur le climat, par exemple, mais ils ne s'expriment pas sur ça. Donc, il y a encore… Parce qu'ils ont encore peur. Parce que, comme vous le dites vous-même, il peut y avoir des enfants battus et qu'on ne condamne pas encore le père. Mais ça ne peut pas durer. Il faut que toutes les mamans qui nous écoutent sachent que si leur conjoint frappe leur enfant, qu'elles s'y opposent et qu'elles disent la loi te l'interdit et qu'elles demandent la séparation. C'est compliqué pour une femme. C'est très compliqué. Il faut vraiment que nous les aidions. Est-ce que vous pensez que les enfants qui parleront seront entendus? Parce que pour l'instant, on les ignore. Ah oui, Ophélie, c'est le problème de la parole de l'enfant. Ça aussi. Alors, on a avancé, comme je vous disais, la loi qui disait qu'il sera associé aux décisions qui le concernent à partir de 13 ans a quand même laissé un peu plus de souplesse. Et de plus en plus, mais pas assez, de juges commencent à accepter d'entendre un enfant. Mais la meilleure méthode, c'est quand même de donner à l'enfant un avocat d'enfant. Quand l'enfant veut parler à un juge, s'il a un avocat d'enfant, il va être beaucoup plus à l'aise. Et après, il y a une chose que je trouve insupportable. Quand un enfant écrit une lettre et demande à un juge d'être entendu par la juge et qu'elle le reçoit, je voudrais qu'elle dise « Tu me dis tout ce que tu penses, ce pourquoi tu m'as envoyé cette lettre, et j'écrirai dans le rapport que ce que tu veux qu'il soit écrit. » Mais si elle lui dit « J'écrirai tout », les enfants sont paniqués. Je suis des enfants dans des contextes de violence qui voudraient parler à la juge,
Mais ils me disent non, parce qu'après, papa va le lire et je vais m'en prendre 10 fois plus. Ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait un secret de la parole de l'enfant. Alors, le juge va souvent botter en touche sur l'expert qui va recevoir les parents. Mais l'enfant, c'est difficile pour lui de s'exprimer devant différents intervenants. N'empêche que de demander une expertise, et j'ai souvent vu des experts prendre de bonnes positions, mais pas toujours, parce que parfois, il n'interrogera pas le pédiatre de l'enfant, vous savez. On ne va pas l'interroger. Oui, et comme si experts, nous, voilà, et comme si nous, médecins, on pouvait être, si vous êtes un médecin libéral, ça c'est un très gros souci, et que vous faites un certificat, si vous reproduisez la parole de l'enfant, vous avez un cadre. Vous ne devez pas dire « l'enfant me dit mon père me fait ça ». Non, vous ne devez accuser personne. Donc, vous devez faire des constatations physiques. Factuelles. Factuelles, il a le bras cassé, ça évidemment. Mais vous ne pouvez pas dire « il vous dit que par là, non ». Et puis, vous devez, s'il vous dit quelque chose, l'enfant me dit que, mettre entre guillemets, sans accuser quelqu'un. Et vous pouvez avoir le Conseil de l'ordre qui vient vous interdire d'exercer. Donc, alors qu'au Canada, on n'a pas le droit d'interdire à un professionnel de témoigner. On n'est pas obligé de suivre ce qu'il va dire, mais on n'a pas le droit. Et j'avais défendu ça à l'Assemblée. Je n'y suis pas arrivée. Mes collègues, non, il faut... Et vous savez, il y a beaucoup de pouvoir avec les conseils généraux qui sont très puissants, qui élisent les sénateurs. Il faut comprendre que le monde de l'enfance est sous l'égide des conseils généraux, qui sont départementaux, et c'est fragmenté. Le ministre, le secrétaire d'État, n'a pas le pouvoir sur tout le monde. Il a certains conseils généraux avec qui il va pouvoir travailler, et d'autres beaucoup moins, parce que c'est des petits potentats. Donc, c'est très compliqué. Et donc, pour nous, la meilleure méthode que nous avons, c'est d'envoyer l'enfant un confrère hospitalier. Parce qu'un hospitalier, du fait qu'il est fonctionnaire, va être plus écouté. Mais vous savez, quand vous suivez un enfant très régulièrement, vous en savez plus. Et comment pourrait-on nous soupçonner de vouloir compromettre quelqu'un alors que nous sommes médecins d'enfants, pas médecins de papa, médecins de maman. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas assez de liberté. Oui, et on comprend que vous mettez vraiment toutes vos forces du côté institutionnel, du côté médecine pour ce combat. Du côté de la société civile, si on écrivait un manifeste contre les violences éducatives ordinaires, ça aiderait? Mais bien sûr. Ça peut avoir, à votre avis, est-ce que ça peut avoir de l'impact? Quel impact? Et comme je vous disais, je signe pas facilement des pétitions parce que je suis très occupée, mais une pétition contre les violences, etc., ou pour un manifeste qui serait bien rédigé, là, c'est mon engagement absolu. Je suis totalement engagée parce que, comme vous dites, et comme le dit très bien Ophélie, il reste de l'impatience. Donc, bien sûr, tout ce qui peut être fait est très important. Mais faire savoir aux enfants, très important. Parce que les parents, quand l'enfant peut savoir, même si l'enfant n'ose pas dire, il peut parler à son médecin. Et l'enfant doit savoir qu'il peut parler à son médecin. De la même façon qu'on a dit aux femmes qu'elles pouvaient parler au pharmacien, l'enfant doit savoir qu'il peut parler à son médecin. Et quand il va en consultation, il peut dire « je voudrais rester tout seul avec le docteur ». Et ça s'appelle le secret médical que l'on doit à l'enfant. Je lui dis toujours en début de consultation. Et l'informer et faire passer plus de messages. Vous donnez l'idée tout à l'heure, on parle des gestes barrières, de parler des gestes contre les violences éducatives ordinaires, que l'enfant sache son droit. Le 119 n'est manifestement pas suffisant. Oui, et pas assez connu, pas suffisant. Les gens ont toujours peur aussi, les voisins, s'ils ne sont pas entendus, parce que vous voyez, ce qui se passe, c'est que si vous dénoncez quelque chose, qu'il y a un non-lieu, la personne contre laquelle vous avez dénoncé peut se retourner contre vous. Et donc, c'est très compliqué pour toutes ces personnes. Mais quand je vois tous les messages qu'on fait sur les gestes barrières, vous savez, il meurt tellement d'enfants chaque année
sous les coups des parents. On estime, le compte n'est même pas bien fait parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, mais on estime, on avoue qu'il en meurt un tous les 5 jours. C'est ce qu'avait dit la ministre de la Santé au moment de la loi au Sénat. Elle avait dit, n'oubliez pas, il meurt un enfant tous les 5 jours sous les coups de ses parents en France. Mais en fait, beaucoup pensent que c'est tous les 2 jours. Oui, oui. Et en Suède, pour rappeler, puisque nous avons reçu Marion Querc ici pour son film On ne naît pas né NAIT, hein, on ne naît pas imbattable, c'est 3 par an. Même quand on est imbattable. Même quand on est imbattable. Né NAIT, encore une fois. Donc, qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible et qu'il n'y a pas des modèles. Bien sûr, la Suède et tous les pays scandinaves sont vraiment à la tête de cette bientraitance qui est si importante pour le devenir de notre pays. Et le recul qui permet aussi de mesurer les effets maintenant, depuis 79 que cette loi a été votée en Suède. Et vous qui faites, je le vois, de belles émissions qui vont au fond du sujet, vous pouvez aussi inviter, vous la connaissez peut-être, une pédiatre épidémiologiste qui s'appelle Anne Teurs, qui a fait un livre, elle a écrit un livre qui s'appelle Les oubliés de la République, où elle explique tous les enfants qui meurent et que l'on catalogue mort subite ou voilà, et qui en fait sont dans les placards des tribunaux, des dossiers, et qu'après, en faisant ses enquêtes, elle s'aperçoit que c'était des infanticides. Donc, il se passe des choses vraiment qui ne sont pas assez fouillées, assez protectrices dans notre pays, et il ne faut pas accepter ça. On va pouvoir terminer sur une note peut-être d'espoir en pensant que quand on sort de ce confinement qui provoque des inquiétudes à ce niveau-là, déjà tous les autres problèmes économiques, politiques ne vont pas prendre le pas sur les droits de nos enfants. Anne, j'espère au contraire que la sortie du confinement, et faites-moi confiance pour me mobiliser aussi pour ça, et tous les amis que vous avez cités, pour que la sortie du confinement soit au contraire une loupe mise sur les maltraitances et la difficulté des parents à comprendre l'importance de ne pas frapper, ne pas humilier un enfant, car les deux sont liés. Et donc, j'espère au contraire qu'on va profiter de la sortie du confinement pour mettre à jour toute cette violence. Mais il faut absolument que les médias nous suivent, bien sûr. Tout à fait. Et on garde l'idée d'un manifeste. Oui, c'est ça, tout à fait, Anne. On le rédigera. Merci beaucoup, Edwige Antier, de nous avoir permis d'aller, de comprendre d'où vous veniez et puis d'aller au fond des choses avec vous. Alors, j'ai aussi un communiqué à faire passer puisque nous vous invitons tous à aller sur la page de la plateforme de l'Ensemble Libre où vous trouverez un appel aux questions pour la semaine de la non-violence éducative ordinaire, donc à partir du début de la semaine prochaine jusqu'au 30 avril. Le 30 avril qui est donc la journée des violences éducatives ordinaires. Et sur cette page-là, donc sur les liens que je vous affiche là en bas de l'écran, vous pouvez y poser des questions. Ces questions seront reprises dans une série d'interviews et Ophélie a commencé à en dévoiler quelques-uns. Ces interviews seront conduites par Clara Bellard, qui est la réalisatrice du film Être et devenir. Et elle réalise cette série d'interviews en partenariat avec nous. Et vous y retrouverez donc des experts et des militants. Donc, si vous allez sur l'une des 2 pages qui s'affichent, je pense que c'est ça, vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là. Voilà, je vous remercie. Je me permets, je vois toutes les questions et les réactions. C'est très, très intéressant. Oui. Et s'il le faut, si vous avez besoin que je réponde à 1, 2 ou 3, vous me le dites. Tout à fait. D'ailleurs, on va vous donner un lien. Vous avez la possibilité de répondre à tout ce que vous voulez. Très, très bien. Juste après l'émission. Effectivement, bon, parfois on en montre pendant l'émission. Là, cette fois, nous étions captivés par vos paroles. Merci. Encore une fois, merci. Merci à Ophélie. Merci à Manuel, Jean-Guillaume et Élodie qui nous ont aidés à préparer cette rencontre et aussi à Emmanuel, Oriane, Guillemette qui sont derrière nous.
Demain, nous recevons Jean-Pierre Lepris à propos des apprentissages autonomes. Samedi 19, nous aurons Cécile Priou au sujet des écoles aussi et des apprentissages. Et lundi 20 avril, nous terminons cette série avec Olivier Morel, qui est donc le fondateur de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Merci beaucoup à tous et à demain. Merci Edwige. Bravo.